mais on prend la décharge. À l'INRAE et à l'UMRSAS, nous présenter une revue bibliographique sur les services vis-à-vis de l'eau qui peuvent être rendus par les prairies et aussi les conditions dans lesquelles elles peuvent rendre des services ou dans lesquelles elles peuvent être impactées aussi les qualités de l'eau. Merci Antoine, bonjour à tous. Donc je ne vous cache pas que je suis là avec un certain sentiment, un certain syndrome d'usurpateur, hein, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la prairie et j'en ai repéré quelques-uns redoutables dans la salle. Bon, je me suis quand même fait beaucoup aider par Françoise Vertès, donc j'ai assuré un peu mes arrières, mais bon. S'il y a des erreurs, c'est moi, et ce qui est juste, c'est Françoise. Alors, quand on regarde un petit peu la littérature sur cette question, on est frappé par l'image ambivalente des prairies vis-à-vis de la qualité de l'eau. Hein. Ah oui, la disposition des diapos a changé, mais c'est pas grave, je vais m'adapter. Donc, on a d'un côté l'image un peu de l'archétype du paradis agraire avec des vaches dans des prairies et des ruisseaux d'eau pure qui coulent. Et c'est pas seulement une image, hein, ça existe. Et puis de l'autre côté, ce qui existe aussi, c'est des images de dégradation assez fortes des réseaux hydrographiques qui bordent des prairies avec différentes causes. Et en fait, la littérature scientifique reflète parfaitement cette ambiguïté, cette ambivalence avec des articles qui postulent ou qui montrent à quel point la prairie est favorable à la qualité de l'eau et l'inverse aussi. Alors, la question qu'on s'est posée suite à ce constat, c'est voilà, dans quelle mesure les prairies peuvent être considérées comme un outil environnemental, hein, ce qui est un fait dans l'opérationnel, hein, puisque les MAEC, les PSE, etc., souvent comptent dans leurs indicateurs un maintien des prairies, notamment des prairies naturelles. Et dans quelle mesure ça peut être aussi une source de pollution. Donc, on a cherché les processus, les facteurs déterminants. Et j'insiste sur le fait que revue biblio, c'est un peu présomptueux. Quand vous cherchez sur un moteur de recherche avec les mots-clés prairie, qualité de l'eau en anglais, vous trouvez très vite quelque chose comme 30 000 références. On a dû en lire une quarantaine, quoi. Donc, on a certainement loupé des choses très bonnes. Alors, pour essayer de raisonner de ça, le plus simple, c'est de commencer par passer un peu en revue les différents polluants de l'eau associés à l'agriculture, et on peut traditionnellement les classer en fonction de leur solubilité et de ce qu'on peut appeler la rémanence ou la stabilité dans le milieu, etc. Et quand on fait ça, vous savez tous, hein, côté solubilité, on a les nitrates qui sont en plus relativement stables dans le milieu, même s'ils sont très réactifs. Et puis, à l'opposé, vous avez les nitrites qui sont très peu, qui restent très peu longtemps dans le milieu naturel parce qu'ils sont très vite oxydés ou réduits. Et voilà, si on fait la même chose, on a les polluants particulières de type phosphore particulière, matière organique particulière, les bactéries de type Escherichia coli et autres qui sont pas solubles par essence. Et puis, on a tout un groupe qui se balade, hein, les médicaments, les métabolites, les pesticides, enfin les médicaments, les pesticides et leurs métabolites, avec des caractéristiques de solubilité, de stabilité et d'affinité pour les matrices solides qui sont extrêmement variables, avec quand même le fait que les métabolites en général sont plus stables et souvent plus solubles, mais pas toujours que les matières actives originelles. Alors ensuite, on peut croiser ça avec les chemins de l'eau. Et bon, il est à peu près évident, vous avez tous compris, que quand on est
sur des éléments solubles, ben, ils vont avoir tendance à suivre l'eau quand elle s'infiltre. Et on va avoir des chemins qui sont plutôt de subsurface ou de profondeur. C'est la partie droite de mon paysage, là, avec une prairie en bon état, une protection du cours d'eau et une densité un chargement animal pas trop élevé. On a donc des infiltrations, des percolations jusqu'à la nappe et ensuite des transferts donc plus ou moins lents. Ça peut être quand même relativement rapide, hein, par exemple sur karst. Et puis, donc ça va concerner l'azote, le phosphore soluble, certains métabolites, le carbone organique dissous. Et puis de l'autre côté, vous avez les polluants particuliers comme le phosphore, les pesticides, etc., qui, eux, vont être transférés plutôt par des écoulements de surface ou des macropores, des drains, etc. Et donc, ils vont, en caricaturant, plutôt se produire dans des endroits où le couvert va être dégradé, où le chargement est important, et voir où le cheptel a accès au cours d'eau. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous raconter en mettant un petit peu plus de détails, mais ceux qui sont pressés peuvent partir maintenant, j'ai à peu près tout dit. Donc prenons l'exemple de l'azote, le nitrate, au hasard. Donc polluant soluble, vous connaissez tous le cycle de l'azote en prairie et ailleurs. Et en fait, la différence entre l'une des différences majeures entre le cycle de l'azote en prairie et en culture, c'est que en général, dans les prairies, les stocks et les flux sont plus importants. Et le taux de matière organique est plus important. La minéralisation dans un sens et l'organisation dans l'autre sont aussi en général plus importants, etc. Donc, l'avantage de ça, c'est que ça procure une certaine capacité tampon au milieu, puisqu'on peut avoir des phénomènes de compensation qui interviennent. Mais par contre, quand on crée un déséquilibre, par exemple, en retournant la prairie, ben là, par contre, on risque plus parce qu'on met en jeu des flux plus importants. Donc, on voit ça très bien dans les résultats. Alors, j'en ai toute une série, je vais vous en montrer seulement quelques-uns. Si on met en relation le taux de fertilisation avec l'azote perdu par drainage, on voit d'abord une relation qui, bon là, c'est une forme exponentielle. Tout à l'heure, vous verrez des formes plus linéaires. Ça, c'est un peu arbitraire dans la mesure où vous voyez la dispersion très forte qu'on peut avoir. Dispersion qui s'explique d'une part par le pédoclimat. Hein. Par exemple, là, vous avez les sols pâturés sur sol les prairies pâturées sur sol hydromorphe qui perdent relativement peu, même à des concentrations très fortes, même à des fertilisations très fortes. Ça, les spécialistes ont reconnu les données irlandaises. Attention, attention. Et par contre, vous pouvez avoir des pertes extrêmement importantes sur des sols bien drainés et des climats très pluvieux. Et puis l'autre facteur de variabilité, c'est bien sûr la gestion, suivant qu'on est en pâture ou en fauche, suivant le niveau de fertilisation, la gestion plus ou moins bonne du pâturage, etc. Des choses qui sont, je pense, assez évidentes pour la plupart d'entre vous. Et donc, une autre façon de prendre des choses, c'est avec un indicateur que Françoise aime bien, c'est le chargement animal, même s'il n'est pas toujours facile à manipuler, et quand il est utilisé d'un point de vue réglementaire, mais bon, qui permet quand même d'avoir une bonne idée de à partir de quel moment on commence à prendre des risques en termes de lessivage azote. Pour les gens les plus intéressés, je vous conseille cet article qui vient de paraître, qui est justement une synthèse
d'énormément de données récoltées par les Irlandais depuis pas mal de temps, qui donnent une bonne idée, enfin qui donnent des bonnes idées sur le processus, la variabilité et les facteurs de contrôle. Et alors, de fait, quand on essaie de prendre un peu de hauteur, de recul, et qu'on regarde à une échelle régionale, à une échelle de bassins versants plus ou moins importants, eh bien, très majoritairement, dans la littérature, on trouve que les paysages prairiaux ont tendance à avoir des eaux moins chargées que les paysages à dominante de culture annuelle, et ce, même dans des régions d'élevage très intensif comme la Bretagne. Alors, bien sûr, il faut prendre ces données un peu macro avec des pincettes parce que vous savez en même temps que les endroits où il y a des prairies majoritaires, c'est aussi des endroits où on a des contraintes agronomiques qui font que peut-être on a une pression d'azote moins importante, etc., etc. Mais les faits sont là. Pour ce qui est du nitrate, globalement, on a plutôt tendance à avoir un effet positif des prairies en comparaison des cultures annuelles. Pour le phosphore, les choses sont beaucoup plus mitigées. Donc, phosphore, je vous ai dit, c'est à la fois particulière quand c'est du phosphore très lié aux particules de sol et du phosphore soluble quand il est donc mis en solution ou complexé, etc. Et là, on constate des choses donc plus variables et plus difficilement contrôlables. Là, vous avez, je vous ai pris. Alors, vous le savez probablement, en France, il n'y a pas énormément de travaux sur la question, hein. Les principaux pays qui se préoccupent du phosphore, c'est plutôt les pays anglo-saxons ou les pays d'Europe du Nord. Et donc, là aussi, on va chercher des références plutôt de ce côté-là. Donc, encore une référence irlandaise avec cette comparaison intéressante entre un bassin versant de prairies à gauche et un bassin versant dominé par les cultures annuelles à droite, où vous voyez que, par exemple, sur cette image-là, que la proportion de ruissellement sur culture annuelle, comme attendu, est plus importante que sur prairie, mais que par contre, en termes de phosphore, ben, la prairie va perdre moins de phosphore particulier, mais elle va plutôt tendance à perdre plus de phosphore sous forme dissoute. Donc ça aussi, c'est un résultat relativement général. On a plutôt tendance à avoir plus de phosphore dissous perdu par les prairies que de phosphore particulier, avec des conséquences sur le milieu qui peut être très variable. Ça va dépendre après des phases porteuses de ce phosphore. Alors, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer une illustration de l'animateur de la thèse de l'animateur de cette session, où ça fait partie des exemples où on trouve à l'échelle du bassin versant, là encore, des données qui tendraient à montrer que dans certains cas, les prairies perdent plus de phosphore que les cultures. Donc ça, l'explication de ces images, c'est ce qui a été recherché ici, c'était de comparer l'occupation du sol des zones les plus contributrices à la fourniture d'eau, à la connexion au ruisseau, et donc de comparer des bassins avec des fournitures, avec des occupations de sol de ces zones très contributrices variables. Et ce qui a été trouvé à travers un jeu de données assez important, c'est que les zones où les bassins versants où ces zones étaient plus majoritairement en prairie avaient tendance à avoir des teneurs en phosphore plus importantes. On pourra discuter, si vous voulez, des explications possibles de tout ça.
Si on regarde maintenant les autres polluants, rapidement, le troisième polluant, type de polluant le plus fréquemment cité pour les prairies, ce sont les bactéries fécales. Alors, il y en a toute une collection, hein. Vous connaissez ces noms-là pour d'autres raisons, salmonellose, coccus, etc. Donc, des pathogènes potentiels. Alors, ces bactéries-là sont essentiellement transférées par ruissellement de surface, par macropore ou par drain, hein, parce que c'est pas soluble et ça c'est retenu assez facilement par le sol. Et donc, dans bien des cas, pour qu'il y ait transfert, il faut qu'il y ait une connexion relativement directe entre la prairie et le réseau hydrographique, ou encore une fois, l'accès du bétail au cours d'eau. Et là, je vous ai pris une illustration chez les Anglais, alors je ne sais pas si on voit bien non, on voit pas bien les couleurs, mais en gros, les barres un peu plus épaisses, là, c'est quand vous avez départ des Escherichia coli dans le ruisseau, sur deux systèmes, une parcelle drainée, une parcelle non drainée, et en abscisse, vous avez le nombre de jours depuis la dernière pâture des animaux. Et donc, ce qu'on constate d'intéressant sur ces données, c'est qu'en fait, les deux types de systèmes perdent à peu près autant de bactéries. Le système drainé, ben, ça passe par les macropores et les drains, et le système non drainé, c'est plutôt du ruissellement de surface. Mais au final, on a à peu près les mêmes flux bactériens dans les deux cas. Et l'autre donnée intéressante, c'est que même après une centaine de jours après le départ des animaux, vous pouvez toujours avoir des flux de transfert vers la rivière relativement importants, ce qui va un peu à contre-courant d'une idée répandue que Escherichia coli, dans le milieu naturel, se fait facilement éliminer. Bah, il se trouve qu'en fait, elle trouve probablement des stratégies de protection qui lui permettent de rester vive, enfin de rester présente plus longtemps. Donc, rapidement, on passe les autres polluants. Bon, les pesticides, c'est vite fait. L'usage est quand même très limité en prairie par rapport à l'horticulture ou aux cultures annuelles. Donc, les prairies sont considérées comme vraiment un atout pour diluer ou pour limiter le transfert des pesticides. Et toutes les données qu'on a pu voir allaient dans ce sens-là. Là encore, chose plus mitigée pour produits médicamenteux vétérinaires, qui peuvent être transférés au milieu soit par les animaux à la pâture, dans le cas des prairies pâturées, soit pour les autres cultures ou certaines autres prairies par de la fertilisation organique. Alors, il y a encore assez peu d'études sur la question, parce que ça coûte très cher à détecter et à analyser, mais on trouve quand même plusieurs cas très avérés dans la littérature de zones prairiales perdant des quantités significatives, enfin des concentrations significatives de ces produits, avec en premier lieu des antibiotiques et des anti-helminthiques, c'est-à-dire des vermifuges. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur cette question, en particulier du côté des écotoxicologues, surtout pour les avermectines, qui sont un type de vermifuges qui sont hautement toxiques pour les invertébrés terrestres et aquatiques. Et des constats ont été faits, y compris dans des zones d'estives montagnardes, hein, avec des baisses de biodiversité qui sont a priori dues à ces traitements. Ensuite, quelque chose d'un peu particulier, c'est les matières organiques dissoutes ou particulières, qui ne sont pas des polluants nocifs pour le milieu en tant que tel, sauf dans certains cas, mais en général,
le milieu les supporte très bien, les métabolise très bien, mais par contre, ils posent des problèmes pour le traitement, pour la potabilisation. Et alors, pour ces éléments-là, c'est surtout les prairies humides de fond de vallée qui sont une source extrêmement importante, avec les forêts aussi, de ces éléments-là. Et de toutes les recherches qu'on a pu soit mener nous-mêmes, soit voir dans la littérature, il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. Hein. C'est pas évident, c'est pas de façon évidente lié au pH, c'est pas de façon évidente lié à tel ou tel facteur. Il y a plein de matières organiques dans les sols de prairie et ils perdent du carbone. C'est assez évident. Alors, si on revient à la question de est-ce que c'est un moyen efficace de lutte contre la pollution de l'eau, alors effectivement, il y a des données qui existent. Hein. Maintenant, il commence à y avoir pas mal de références sur des périmètres de protection de captage, des choses comme ça, qui montrent qu'effectivement, la remise en prairie ou la mise en prairie d'une partie des surfaces était favorable, notamment, là encore, pour les nitrates et les pesticides. Nous, on a essayé de voir un petit peu par modélisation ce que ça pouvait donner et si en particulier l'influence de la localisation de la reconversion en prairie permanente pouvait avoir une importance. Et ce qu'on montre avec ce modèle, mais bon, c'est qu'un modèle, hein, on n'a pas de données derrière pour contrôler, c'est qu'effectivement, si ce qu'on reconvertit, c'est plutôt en fond de vallée, eh bien, on va avoir deux effets qui vont s'additionner, deux effets positifs qui vont s'additionner. D'une part, la dilution, le fait qu'on met des surfaces qui perdent moins d'azote, donc au global, on va diminuer les concentrations avec de l'eau un peu plus pure. Et puis un deuxième phénomène qui est l'interception, c'est-à-dire si ces couverts qu'on met en fond de vallée sont pas trop riches en azote, là dans ce cas-là, on était allé jusqu'à de la fauche extensive sans fertilisation, donc c'est un cas un peu extrême. On a donc des couverts végétaux qui ont faim d'azote un peu tout le temps et qui voient de l'azote passer en subsurface dissous dans les eaux dans les écoulements superficiels. Et bien, il semblerait que ces prairies seraient capables de repomper cet azote et donc d'ajouter un effet interception de ce qui vient de l'amont. On a quelques résultats d'observation qui tendraient à prouver la même chose, mais là, c'est compliqué parce que, bien sûr, on ne peut pas faire des expérimentations en vraie grandeur. C'est presque fini. C'est la dernière diapo. Donc, en résumé, en général, mais bon, je n'ai pas fait une méta-analyse quantitative de la littérature, mais en général, il est clair que les paysages prairiaux montrent des zones de meilleure qualité pour ce qui est des nitrates et des pesticides, qu'on constate des pertes très limitées, en particulier si elles sont gérées de façon raisonnée en termes de fertilisation et de chargement animal notamment, si de gestion du pâturage plus précisément. Elles sont aussi plus efficaces, donc probablement plus efficaces si elles sont localisées en fond de vallée et fauchées, ou si la période de pâturage est limitée aux conditions sèches. Et puis, enfin, là encore, l'efficacité est avérée pour nitrates et pesticides, mais pas forcément pour le phosphore, pas du tout pour le carbone organique dissous et les bactéries en cas de pâturage. Voilà, c'est fini. Vous avez des questions, Stan? Alors, est-ce qu'il y a des connaissances, des choses particulièrement connues, on va dire, dans le monde de la recherche, qui ne sont pas forcément transférées au monde agricole sur la gestion des prairies pour améliorer la qualité de l'eau?
Ben, moi, ce que j'ai cru voir, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste, et que j'ai l'impression que pour le phosphore, il y a des progrès à faire au niveau raisonnement de la fertilisation, hein. C'est-à-dire il y a encore beaucoup de fertilisation phosphopotassique qui se fait de façon un peu automatique, sans vraiment prendre en compte les restitutions au pâturage, sans vraiment prendre un certain nombre de choses comme ça. Et le constat, c'est qu'effectivement, mais alors, c'est des données avec énormément de variabilité. On a plutôt tendance à voir des sols en prairies pâturées notamment qui sont plus riches en phosphore total, pas forcément en phosphore assimilable, mais plus riches en phosphore total que les autres, et donc des risques potentiels de fuite plus importants. Donc, c'est un petit peu, bon, pour ce qui est de l'azote, je pense que les choses sont largement connues. Donc, s'il y a un petit peu de gain ici, c'est peut-être ça. Mais je voudrais qu'on me confirme, que les agronomes me confirment. J'ai une petite question. Donc là, on voit qu'il y a des risques associés au pâturage, finalement, sur les prairies. Mais finalement, il faudrait le comparer aux risques qu'on a si les animaux sont en bâtiment. Et est-ce que on sait gérer bien les pertes en phosphore, en tout, en médicaments et autres composés, enfin, tout ce dont vous avez parlé? Est-ce que peut-être qu'on peut les gérer mieux, je ne sais pas, et est-ce qu'ils sont effectivement mieux gérés? C'est une bonne question. Et je suis complètement naïve là-dessus. Non, non, mais c'est une très bonne question, mais j'ai pas de réponse claire. Je pense que c'est un petit peu le même type de réponse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises gestions et des bonnes gestions. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que le pâturage, c'est tout le temps mauvais. Enfin, je pense qu'un pâturage bien géré et avec un chargement raisonnable, associé à une fertilisation raisonnable aussi, enfin, il y a plein de données qui montrent qu'on a des pertes très faibles, hein, dans ces conditions-là. Mais effectivement, voilà, c'est très compliqué de comparer, parce que qu'est-ce qu'on comparerait? Le plus mauvais pâturage avec la plus mauvaise gestion des effluents, ou les meilleurs? Et entre les deux, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Une petite partie de la réponse, c'est que les antibiotiques sont utilisés au pâturage et pas au bâtiment. C'est vrai. Parce que c'est eux qui parasites le pâturage. Ouais, pour les résidus médicamenteux, c'est sûr que le pâturage, c'est problématique. Pour le reste, c'est moins évident.